Bonjour. La conférence d'aujourd'hui va aborder les nouvelles fonctions des avions pour les opérations aériennes. Euh, L'agenda de cette présentation, on va commencer par l'évolution des conditions opérationnelles qui ont conduit effectivement à l'aménagement de certaines fonctions de façon à faciliter les opérations aériennes. De manière conjointe, il y a une évolution du contrôle aérien pour les mêmes raisons, donc on va aborder ce point-là également. Et enfin, on va détailler les nouvelles fonctionnalités à bord et quelles sont les perspectives d'avenir pour ces fonctionnalités opérationnelles. Et enfin, on prendra le temps de répondre à vos questions. Pour commencer, donc l'évolution des conditions opérationnelles. Alors, le premier point, c'est que on a eu ces 20 dernières années une explosion du trafic aérien qui a imposé de mettre au point de nouvelles règles de circulation aérienne et d'adapter les règles existantes qui étaient basées sur un trafic qui était nettement moins élevé. On a commencé d'abord par la zone la plus fréquentée au monde, à savoir l'Atlantique Nord. Puis ensuite, on a mis ce même schéma, une fois qu'il a été mis au point, dans d'autres zones qui étaient également sujettes à un fort trafic. Pour montrer l'évolution de ces conditions opérationnelles, donc on a réalisé une petite vidéo euh, qui montre, entre guillemets, la densification des routes aériennes et comment on a réglé ce problème de densification en organisant le trafic aérien. Il faut noter que donc les routes sont organisées d'est en ouest et d'ouest en est. Alors à l'écran, on a actuellement les routes qui sont d'ouest en est. Elles sont notablement plus sud que celles qui sont utilisées plus tard dans la journée, d'est en ouest, qui elles sont plus au nord et vont survoler en partie le Groenland. Ces routes sont mises à jour tous les jours, c'est-à-dire que les points d'entrée et leur position exacte et les points d'inflexion de chaque route est calculé par l'organisme de l'Atlantique Nord de façon à ce que les compagnies mettent à jour les routes de façon la plus optimum possible. Alors là, vous voyez donc les routes ouest-est en vert, les routes est-ouest en violet. Vous retrouvez le même schéma sur le Pacifique ainsi que sur l'Australie. Enfin, on voit, je dirais, l'utilisation sur les terres, sur les continents, du FANS. Donc, et on voit que les endroits où l'utilisation est maximale se situent en Europe, premièrement, aux États-Unis, mais aussi en autres points comme du côté de Singapour, sur les Émirats et enfin en Chine et bien entendu donc en Australie. À noter, c'est que ça commence à se développer également en Amérique du Sud. Donc, au niveau du contrôle aérien, il y a eu forcément une évolution conjointe entre, je dirais, les règles de navigation aérienne et les systèmes que l'on a mis en place pour pouvoir faire évoluer ces règles de navigation aérienne. Tout ça, ça a été centré autour d'un projet assez important qui s'est appelé FANS pour Future Air Navigation System. Alors ça a commencé dans les années 80, donc au début des années 80, 1983 pour être exact, le FANS a été mis en place au sein de l'ICAO, c'est-à-dire l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui est une émanation de l'ONU. Et ensuite, donc, on a eu, je dirais, différentes étapes
avec la première mise en place d'un système opérationnel sur le Boeing 747-400 en 1995. Bien entendu, ça a été suivi d'autres applications sur d'autres avions, au fur et à mesure que les avions avaient la possibilité de prendre en compte ce système FANS. Donc pour Airbus, pardon, ça a été à la fin des années 90, et ensuite après derrière ce système a évolué, je dirais, aussi bien du point de vue des organisations du trafic aérien qui ont mis en place les infrastructures nécessaires, mais aussi au niveau des fonctionnalités qui étaient implémentées sur les avions. Alors le FANS, ce n'est pas comment dire, un calculateur qui a été implémenté, qui fait tout à bord. C'est essentiellement des fonctionnalités des logiciels qui ont été implémentés sur différents éléments hardware. Aujourd'hui, c'est majoritairement autour du Flight Management System, et ça comporte un certain nombre de modules de base qui sont déjà l'AFN, c'est-à-dire la notification que la notification vis-à-vis du système SOL, c'est-à-dire c'est l'application qui permet à l'avion de s'introduire, de se connecter au système. Après, la deuxième fonctionnalité importante qui a été introduite, c'est le CPDLC, c'est-à-dire le lien entre le pilote et le contrôleur. Donc c'est un lien digital qui se présente sous la forme de messages texte et qui permettent d'échanger soit des demandes de la part du pilote, soit des instructions de la part du contrôle. Par exemple, monter au niveau 370. Et enfin, aussi une fonctionnalité qui n'a pas cessé d'évoluer, c'est ce qu'on appelle l'ADS, c'est-à-dire Automatic Dependent System. C'est l'envoi par l'avion euh, de, euh, de sa position, alors de sa position, mais aussi de son altitude, de sa vitesse, de son cap, éventuellement du prochain waypoint. Pour pouvoir réaliser ces fonctionnalités, on se doit d'avoir un certain nombre de fonctionnalités et de systèmes implémentés sur l'avion. Et de même, le système de trafic aérien doit implémenter les fonctionnalités qui permettent de réaliser l'ensemble des fonctions du FANS. Alors, au niveau de l'avion, c'est un système de communication, alors le data link, qui peut se faire soit à travers le SATCOM, la VHF, donc la partie digitale de la VHF, ou un moyen plus classique qui est la HF, donc pour les grandes distances, mais en implémentant là aussi une fonction digitale sur la HF. Et bien entendu, il faut une interface pilote qui est en général à travers le MCDU du système de gestion du vol. De plus, l'ensemble de ces systèmes, et en particulier de navigation, doivent avoir une certaine performance, donc ce qu'on appelle le RNP, Required Navigation Performance, c'est-à-dire que les autorisations ou les instructions dépendront de la performance de navigation de l'avion. En ce qui concerne le système ATC, il doit avoir exactement je dirais des systèmes qui sont symétriques au système avion, c'est-à-dire d'être capable d'émettre et de recevoir des messages CPDLC, et ensuite ils doivent être capables de recevoir et de traiter les informations de position et les informations de vitesse, etc., qui sont émises par les avions. Bien entendu, les contrôleurs doivent vérifier, je dirais, l'exactitude temporelle, ce qu'on appelle la latence,
des messages pour s'assurer que les informations qu'ils reçoivent sont bien des informations récentes. Alors, on a vu que le FANS avait évolué et en particulier, il y a eu une évolution assez importante sur le système ADS où initialement, en fait, c'était un dialogue entre l'avion et le contrôleur, c'est-à-dire que l'avion envoyait sa position vers le contrôleur qui permettait de situer, en l'absence de radar, l'avion sur son écran de contrôle. Mais ça a été, entre guillemets, on a élargi le système à travers la fonction ADS-B Broadcast, où l'avion émet sa position vers tous ceux qui sont capables de le recevoir, donc l'avion lui-même, l'ATC, c'est-à-dire le contrôleur aérien, bien entendu, mais aussi, et c'est ça qui est important, les autres avions, où qu'ils soient, mais aussi les opérations aériennes des compagnies aériennes, ce qui leur permet de gérer en temps réel le vol. Alors pour le grand public, l'application directe de ce genre de possibilités, c'est à travers des applications comme Flight Radar 24 qui permettent de suivre n'importe quel vol, n'importe où dans le monde. Par ailleurs, donc, la mise en place de la DSB a permis de développer un certain nombre d'autres fonctionnalités. La première, c'est plutôt que d'envoyer, je dirais, les messages d'avion à avion, les messages sont envoyés vers les satellites de façon à permettre une réception de ces signaux de position partout dans le monde. Il y a aussi donc une fonctionnalité qui est la DSB in, c'est-à-dire c'est la capacité pour les avions de recevoir l'ensemble des informations de position des autres avions. En général, l'ensemble des avions qui sont à proximité ou même très éloignés. Alors, c'était déjà un petit peu le cas à travers le système TICAS, mais le système TICAS a une portée limitée, donc il ne voyait que les avions qui étaient à proximité immédiate pour assurer l'anticollision. Ce que permet aussi l'ADS, c'est de diminuer les distances de séparation entre les différents avions. Donc ça permet effectivement de densifier l'occupation des routes aériennes. Donc par exemple, la séparation classique qui avait 30 ans, qui était de 80 nautiques, c'est-à-dire 150 km, entre les avions, on est passé à 15 nautiques, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres, 25 km sur les routes océaniques, ce qui permet d'avoir des densités très importantes. Ensuite, il y a des réglementations locales. Alors, quand on dit locales, par exemple, c'est aux États-Unis ou en Europe, où effectivement, depuis 2020, c'est une obligation pour les avions d'avoir la fonctionnalité d'ADS out, c'est-à-dire d'émettre leur position et les informations relatives qui sont nécessaires au contrôle pour utiliser les espaces supérieurs. Alors les espaces supérieurs, c'est à partir du niveau 190, 19 000 pieds, voire complètement obligatoire sur les zones océaniques au-dessus du niveau 290. C'est pour ça qu'à cause de cette obligation, que dans la dernière vue de la vidéo, on voit que côté États-Unis et côté Europe, c'est complètement couvert. Bon voilà, donc maintenant on va parcourir une partie des fonctions qui sont implémentées dans les avions, donc il s'agit de fonctions opérationnelles. Alors, on a d'abord le domaine de la navigation et surveillance. Voilà. Ça, ce sont des applications qui sont approuvées ou certifiées par les autorités.
Donc c'est le système avionique de l'avion. Donc on a des fonctions classiques et des fonctions nouvelles. Alors la première fonction dont on peut parler, c'est la what if function. Ça, c'est en cas de diversion, c'est-à-dire quand l'avion il est en train d'exécuter son vol, il peut se produire que pour un incident qu'il y a dans l'avion ou parce que l'ATC le lui demande, il soit obligé de modifier sa route. Dans ce cas-là, ben, il faut qu'il ait les moyens pour pouvoir calculer un nouveau scénario pour se poser ailleurs. Donc c'est ça, cette fonction, c'est ça que ça fait. What if function. Alors, au niveau aviation, bien sûr, ce qui est très important, c'est la météo. Et la météo a été considérablement améliorée par des dispositifs permettant de prédire les rafales, les turbulences. Et aussi, ce qu'on appelle l'atmosphère disturbance hazard, c'est-à-dire, en fait, même quand l'atmosphère est claire, qu'il n'y a pas de problème, il peut y avoir des disturbances. Donc c'est très embêtant pour les avions, parce qu'on ne le voit pas, puis on rentre dedans, ça bouge dans tous les sens. Donc voilà, donc ça c'est une grosse amélioration. Bon, il y a le système TICAS qu'a évoqué Pierre-Charles, donc c'est Traffic Alert en Collision Avoidance. Donc ça, c'est un dispositif qui permet d'éviter des collisions entre avions. Chaque avion est équipé d'un radar secondaire et un mode TICAS. Il envoie ces informations aux autres avions et réciproquement. Et il y a un dispositif qui permet de détecter qu'il y a des risques de collision. Donc on en reparlera un peu tout à l'heure. Alors c'est basé sur ADS-B, c'est-à-dire que tout ça, ça se fait par des communications par satellite. Alors bien sûr, bon, il y a le terrain awareness on warning system. Bon, ça existe depuis longtemps, c'est très intéressant. Ça permet, quand on se rapproche du sol, d'anticiper des risques de collision avec la planète. Alors, on a une autre fonction, take-off surveillance monitoring function. Bon, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'avion se prépare à décoller, on a un dispositif qui permet de surveiller que les performances de son avion sont compatibles de la runway, de la piste qu'il a. C'est-à-dire peut-être qu'il y a eu des erreurs, que l'avion il est trop lourd, il n'y a pas assez de fuel et tout, et il va pas pouvoir, ou il est trop loin et il ne va pas pouvoir décoller. Donc ça, c'est la surveillance avant de décoller. Et une fois qu'il est parti, qu'il a commencé à faire le roulage pour décoller, à ce moment-là, il y a une surveillance pour voir si il va toujours pouvoir décoller. Et éventuellement, on va lui dire de s'arrêter s'il y a des pannes ou différents problèmes. Bon, alors là, il y a 4 autres fonctions sur lesquelles je vais rentrer plus en détail. Donc l'automatique emerging descent, donc c'est les descentes de secours. Le RNP, on en parlera. Et il y a ces autres fonctions, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, on a une deuxième catégorie de systèmes. On-board Information System. Bon, ça, c'est le PC, comme ça, en gros. C'est advisory, c'est-à-dire c'est pas certifié. C'est sous la responsabilité de l'équipage. L'utilisation en est sous la responsabilité de l'équipage. Alors, il y a 3 types d'informations. Des informations de performance, de la doc et des applications des airlines. Alors, les calculs de performance, c'est simplement de calculer les performances de take-off and landing de l'avion, parce que vous savez, pour les avions, à chaque fois, il faut calculer en fonction du chargement de l'avion, tout ça, et de le runway sur lequel on est, voir s'il est capable de décoller et d'atterrir sur ce type de piste. Alors, en vol, tout ça, il y a des performances qui sont entretenues. L'avion consomme du fuel et donc on entretient les performances. Alors, le weight and balance. Weight and balance, c'est intéressant parce qu'en fait, dans un avion civil, ça ne change pas beaucoup le centre de gravité, mais ça change un peu quand même parce qu'il y a du fuel. Et donc, en consommant du fuel, ça peut bouger un peu le centre de gravité. Donc, il faut recalculer tout ça en vol. Et il y a des dispositifs, il y a le trim qui permet de compenser ça. Alors après, il y a la doc électronique. Bon, là, il y a le FCOM. Le FCOM, c'est le manuel pour les pilotes. C'est ça qu'ils utilisent pour savoir comment utiliser les systèmes. L'AFM, c'est plus général sur l'avion. Ça inclut tout ce qui est cabine et cockpit. C'est un document de certif. Le CDL, alors c'est Deviation List, en fait, et la MML. En fait, ça, c'est pour la structure. Ça, c'est pour les systèmes. MML, c'est Minimum Equipment List. C'est-à-dire qu'en fait, un avion, il a plein de systèmes, il a plein d'équipements, il y a des redondances, mais il y a des pannes, bien sûr, de temps en temps. Et il y a pour décoller, il faut qu'il y ait un minimum de systèmes qui marchent. On accepte que certains systèmes ne marchent pas en fonction de l'architecture de l'avion, et c'est indiqué là-dedans.
Puis après, il y a des docks, des airlines, des docks particulières que utilisent les airlines. Alors, les airlines d'application, ça c'est des applis. Il y a l'e-logbook, les e-charts et le FB, et les applications commerciales. Donc, Pierre-Charles va en parler tout à l'heure, donc je ne m'étends pas plus là-dessus. Ah oui, on utilise beaucoup le vocabulaire Airbus, parce qu'on connaît un peu Airbus, hein, et Boeing, des fois, ça peut différer, mais on retrouve à peu près les mêmes fonctions. Et aussi, dans cette présentation, il n'y a rien de confidentiel. Hein. On va vous présenter pas mal de choses qui viennent d'Airbus ou ailleurs. Ce n'est pas du tout confidentiel. Il y a une planche à la fin qui dit toutes les références où on peut le trouver. Alors, automatique emerging descente. Alors ça, c'est une fonction très intéressante et très satisfaisante au niveau de la safety. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, quand un avion monte en altitude, bien sûr, la pression diminue. Hein, au sol, c'est 1013 millibars. Quand on est à 30 000 pieds, ouais, c'est autour de 260. À 260 millibars de pression, on ne peut pas respirer. C'est pourquoi on a des systèmes de conditionnement de l'air dans les avions qui, en particulier, ajustent la pression, également la température, hein, de façon à ce que les gens puissent respirer. En général, c'est ajusté à une altitude qui correspond à peu près à 2000 mètres, ça dépend des avions. Un très bon avion comme le 350, ça va être 2000 mètres. Pour les avions qui sont un peu moins performants, ça va être 2500 mètres. Donc la pression est un peu moins bonne. Bon, voilà. Alors, il faut savoir que quand il y a une dépressurisation à haute altitude, soit parce qu'il y a une panne du système de conditionnement, soit parce qu'il y a eu un problème à l'avion, il y a eu un trou et un problème structural. En 15 secondes, quand on est à très haute altitude, à 40 000 pieds, en 15 secondes, on perd conscience. Donc 15 secondes, c'est pas beaucoup. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une dépressurisation comme ça? Automatiquement, qui est détectée, automatiquement, il y a les oxygènes max qui tombent dans la cabine derrière pour tous les passagers. Donc il faut vraiment le mettre tout de suite parce que 15 secondes, c'est pas long. Hein. Et les pilotes, pareil, pilotes, copilotes et l'équipage, la cabine crew, il faut aussi qu'ils le mettent. Oups. Ah, il y a un petit problème là. Voilà. Donc, alors, dans ce cas-là, il y a une procédure qui est définie qui est requise par les autorités de certif, par l'EASA, par la FAA. On demande à l'équipage de faire une procédure de descente d'urgence. Donc, en fait, il descend au plus vite et il se met à la vitesse la plus élevée qu'il peut avoir. Et il descend jusqu'à ce qu'on appelle la safe altitude, c'est-à-dire une altitude, c'est le max de 10 000 pieds. 10 000 pieds, parce que 10 000 pieds, on a une pression qui doit être aux alentours de oui, hein, oui, voilà, on a une pression qui doit être aux alentours de 700 millibars, quelque chose comme ça. Donc on arrive à respirer hein, sans masque. Ou alors la mora, c'est quoi? C'est-à-dire 10 000 pieds, c'est quand c'est plat, mais s'il y a des montagnes, on calcule éventuellement c'est un peu plus haut. Bon, voilà. Alors, l'assertif demande à ce que ça soit implémenté, mais il ne demande pas que ça soit automatique. Ils disent c'est l'équipage qui doit le faire. Bon, ceci dit, il y a des aircraft manufacturers, Airbus, Boeing et d'autres, hein, qui déjà ont automatisé le plus possible l'emergency et procédure. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste à faire par le pilote, il appuie sur des boutons, mais on a réduit le nombre d'appuis pour que ça ne soit pas trop compliqué, parce qu'il faut quand même voir que dans ces cas-là, on est à haute altitude, d'un coup ça pète, ça descend, il y a une workload importante. Voilà. Alors, ce qui se passe, le problème qu'il y a, c'est que parfois, l'équipage ne détecte pas la baisse de pression dans le cockpit ou dans la cabine. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Il y a un cas, alors évidemment, s'ils ne détectent pas, puis que les pilotes ils perdent conscience, l'avion, c'est pas facile, quoi. Alors, il y a un cas d'accident qui est extrêmement particulier, parce que d'habitude, les dépressurisations, c'est en haute altitude. Mais j'ai mis celui-là parce que celui-là, il est vraiment particulier. C'est l'Helios Airways, donc c'était une compagnie, le Flight 522, en août 2005. Donc, eux, ils ont décollé, de Prague, je crois, ils ont décollé. Et il y avait une opération de maintenance au sol sur l'air conditioning. Bon. Et les mécanos, ils avaient oublié de mettre le système sur automatique. C'était resté en manuel.
Donc, ils ont décollé. Alors, les pilotes se sont ratés un peu, ils n'ont pas fait les checks qu'il fallait, ils ont décollé quand même. Quand ils ont décollé, ils étaient en vol de ça, ils ont eu des alarmes et tout, ils ont fait une deuxième erreur, ils ont cru que c'était autre chose, et ils ont continué à monter. Et puis, à un moment donné, ils ne se sont pas rendus compte, petit à petit, ils ont perdu conscience. Alors, l'avion, il est allé à l'altitude où il devait aller, le PA l'a maintenu, puis il a tourné, il a avancé, jusqu'à qu'il n'y ait plus de fuel, ils sont descendus, puis ils se sont crashés à 40 km d'Athènes. Bon, c'est dommage quand même, parce que bon, voilà. Alors, c'est pourquoi il y a des avionneurs qui ont dit, pour améliorer la safety, on va faire un système complètement automatique. Ah oui, complètement automatique. C'est ce qu'on appelle le Last Safety Net. Si vous êtes intéressé, vous tapez sur Airbus, Safety First ou Fast Airbus, il y a tout un tas de documents qui expliquent tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle contrôle la cabine, la pression dans la cabine, donc c'est-à-dire qu'il y a l'air conditioning system, il y a des capteurs, et il mesure la pression. Et si jamais ça descend trop, et qu'il n'y a pas de réaction de l'équipage, à ce moment-là, ça engage automatiquement la descente. Alors le temps, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le TUC, Time of Useful Consonance. Ça dépend de l'altitude, c'est entre 9 et 15 secondes à 45 000 pieds. Voilà. Et donc, automatiquement, ça descend. Bon. Alors, après, il peut y avoir un autre avion. Ça, je vais vous en parler. Il peut y avoir un autre avion. On va regarder un petit schéma derrière, c'est plus facile à comprendre. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a une automatique émerging descente? Que ce soit manuel ou automatique. Enfin, manuel. Que ce soit le pilote qui l'initialise ou même s'ils sont endormis, ça fait pareil. On a une manœuvre verticale et on a une manœuvre latérale. La manœuvre verticale, si vous voulez, c'est la descente, donc à la VMO ou MMO, fonction de l'altitude, à moins 5 nœuds. Voilà, donc là, il y a un événement qui est ici, crac, l'avion, il descend, plein pot. Mais aussi, il fait une manœuvre latérale, parce que comme a montré Pierre-Charles, en fait, il y a des avions, il y en a partout. Hein. Et donc, si vous voulez, il est possible qu'il y ait un avion qui soit là, un qui soit là, qui soit là. Donc, s'il descend, donc, hop, on fait un écart de 2,75 nautiques miles, je crois, c'est ça. Donc, ça fait 4,5 km, un truc comme ça. Et donc, voilà. Alors, la Mora, c'est ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 10 000 pieds, ou alors, si jamais il y a des montagnes, on met un cercle comme ça, puis il faut que le cercle, quand il touche les montagnes, mais ça fait altitude. Alors, ça peut être 15 000 pieds, ça dépend, quoi. Hein, voilà. Donc, Alors, maintenant, ça peut ne pas être le jour de chance. C'est-à-dire qu'on descend, et manque de bol, on a fait l'écart latéral, mais il y a une alerte de risque de collision avec un autre avion. C'est ce qu'on a appelé le TCAS. Donc, en fait, l'avion, il descend, il est en train de descendre, et hop, il y a une alarme trafic. Alors, même s'il n'y a pas le pilote, s'ils sont en train de dormir, il y a un mode du PA qui s'appelle la PTCAS, et Autopilot TCAS, et qui va engager directement une manœuvre pour que l'avion ne descende pas, il reste, il attend que l'autre avion soit passé dessous, et après, il reprend l'AED, quand c'est clear of conflict. D'accord ? Il reprend l'AED si c'est nécessaire, parce que si entre deux, l'avion est descendu puis qu'il est assez bas pour respirer, c'est pas la peine de continuer. Voilà. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant comme fonction, et voilà. Mais en général, juste un petit commentaire. Donc les 275 nautiques, ils sont pris systématiquement de façon à éviter justement des alertes de trafic, alors que lorsqu'on est en mode TCAS, la résolution du trafic se fait dans le mode vertical, c'est-à-dire soit on interrompt la descente, soit au contraire on va l'accélérer. Oui, tout à fait. Oui. Mais en fait, la résolution se fait uniquement dans le mode vertical. Tout à fait, oui, c'est une bonne remarque. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de manœuvre latérale, ça se fait de cette façon-là. Voilà, bon. Donc ça, c'est une fonction très intéressante. Il y a d'autres choses, mais on va attendre, il y aura peut-être des questions sur le sujet. Parce que c'est un sujet un peu exciting, comme on dit. Hein. Alors, RNP AR. Bon, Pierre-Charles a parlé tout à l'heure du RNP, Require Navigation de Performance, ce qui permet aussi de rapprocher les avions et de fluidifier le contrôle, enfin le trafic aérien. C'est le fait qu'on ait de bonnes performances de navigation.
Et alors, il y a un mode particulier qui s'appelle autorisation de require. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, en fait, ça, c'est une technique de navigation qui permet à l'avion, en fait, de voler de façon très précise, mais sans aucun moyen au sol. C'est basé sur les satellites, les GBAS, tout ça. Donc, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas du tout de moyen sol. Donc, c'est extrêmement intéressant pour... ça évite de dépenser de l'argent pour avoir des trucs au sol. Puis, en plus, c'est indépendant du relief et tout. Et donc, on définit une route prédéfinie et il peut suivre cette route avec ses moyens de nav. Et le gros avantage, ça, c'est le gros avantage, c'est que cette route, elle peut être courbe. Parce que les avions qui font du airnav, c'est toujours des segments de droite qu'on enchaîne. Donc là, ça peut être courbe. Vous allez voir à quoi ça sert tout à l'heure. Voilà. Et en plus, quand on fait une approche, aujourd'hui, on est obligé de faire une strike line. Des fois, on est plusieurs nautiques miles, les avions, ils sont dans l'axe de la piste pour pouvoir se poser. Là, on va voir, c'est différent. Alors, les avantages. Bon, évidemment, le premier avantage, c'est ça facilite l'accès des avions dans des zones montagneuses. Évidemment. Après, il y a aussi un intérêt écologique, c'est qu'on peut aussi choisir les routes pour éviter de faire trop de bruit pour les personnes qui sont au sol. Donc ça peut être intéressant aussi. Ça peut réduire les minima, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un aéroport où sans RNPR, on ne peut pas se poser, mais avec, on va pouvoir se poser. Donc c'est quand même bien, ça évite d'être dérouté. Et bien sûr, donc, ça contribue à réduire la congestion des aéroports. Voilà. Bon. Alors, comment ça se passe? Évidemment, je vais vous montrer sur un exemple. Alors, ici, ça, c'est l'aéroport de John Kennedy. Voilà. Et ici, en jaune, c'est la route d'approche que doit faire un avion qui n'a pas le RNPR. D'accord? Il fait ça. Alors, il est obligé de passer par là. Il n'y a pas de montagne là-bas, mais il peut y avoir des antennes, un certain nombre de choses. Donc, bref, ce qui est publié, on est obligé de faire comme ça. Donc, tous les avions, ils font ça. Et vous voyez, ils s'alignent vraiment trop loin de la piste. La piste est là, il y a peut-être 10 nautiques miles. Là, avec... Surtout, la trajectoire jaune, elle repose sur des moyens sols. Donc, on commence par un arc des nœuds, là, et après, on va s'aligner sur les... Voilà. Tandis que, alors là, le RNPR, là, on peut faire ça. Et ça, il n'y a pas de moyen sol, c'est uniquement avec la navigation de l'avion. Donc évidemment, c'est très intéressant, quoi. On voit que, alors, ça peut permettre d'une part d'éviter ça, donc ça peut faire gagner aussi du pétrole à la compagnie, mais d'un autre côté aussi, ça permet à plus d'avions de se poser, puisque tout le monde n'est pas obligé d'être à la queue là, il peut y en avoir qui passent par là. Voilà. Alors après, maintenant, dans les zones montagneuses. Dans les zones montagneuses, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, par exemple, on veut se poser là. Donc, il y a une trajectoire. Pardon. Donc, il y a une trajectoire qui est prédéfinie. Donc, elle est publiée. C'est-à-dire, les autorités du sol ont publié cette trajectoire. Et on a un corridor. On définit un corridor de sécurité qui est fait en fonction de la performance de l'avion. Et on a un système qui le guide automatiquement dans ce corridor. Mais alors, il faut imaginer que là, on y voit, parce que pour la présentation, c'est mieux d'y voir. Mais je veux dire, ça se place dans le brouillard. C'est des approches de tout temps. On ne voit rien du tout, là. Absolument rien. Donc, bon, il faut aussi y croire. Il faut avoir confiance. Alors là, par contre, les autorités de certif, ils demandent beaucoup de choses. Ils demandent qu'il y ait une approbation de l'avion, de l'opérateur et de l'équipage, du flight crew. Voilà, bon, il faut démontrer que la performance de l'avion, elle permet de rester dans ce fameux corridor. Alors, en termes de précision, mais pas seulement, aussi en termes d'intégrité et en termes de continuité, parce que la continuité, c'est quoi? C'est que vous pouvez perdre un satellite, par exemple, à cause des masquages. Donc, si on le perd, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut démontrer ça. L'opérateur, donc l'airline, il doit, lui, développer des procédures spécifiques, standards, pour faire cette approche sur ce terrain, et ça doit être documenté.
Et les flight crew, ben, il faut qu'ils fassent ils font des cours sur des PC, et puis ils passent en simulateur pour essayer tout ça. On a plusieurs niveaux de performance. Le premier, c'est 0,1 nautic mile. Donc ça veut dire 0, dans ce cas-là, il faut que dans 95% des cas, le système soit capable de calculer la position de l'avion à 0,1 nautic mile. En fait, la largeur du corridor, c'est plus ou moins 0,2 nautic mile, plus ou moins 0,1 nautic mile, donc ça fait 0,2 à 95. Mais ce qu'on fait, en fait, on prend 0,4 pour tomber à 99% pour être sûr de ne pas sortir. Voilà. Alors, toutes ces procédures RNP, il faut qu'elles soient définies et publiées par les ATC. Et en fait, dans chaque région, à Bordeaux, à Toulouse d'ailleurs, il y a les gens de l'ATC, ils essaient de définir des procédures parce que ça facilite les approches pour leur aéroport. Donc, il y a pas mal d'aéroports où on le fait, bien sûr, où il y a les zones montagneuses, mais d'autres non. Par exemple, Bordeaux, il n'y a pas de montagne, mais ils viennent de publier 2 procédures à Bordeaux qui facilitent en fait le trafic aérien. Alors, il y a un cas qui est très bien, c'est Chambéry. Chambéry, tout le monde connaît Chambéry. Hein. Et donc, Chambéry, il y a pas mal de montagnes. Et en fait, si on fait une approche RNPAR à Chambéry, on arrive à un minima de 290 pieds. Et si on l'a fait en ILS, donc en faisant tout le tour, pour regarder sur les cartes, de l'ATC, le minima, c'est 700 pieds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est obligé de passer par une route et on ne peut pas faire autrement. Ça m'a surpris, mais j'ai un copain qui travaille à DGAC, et il m'a dit ça, c'est quand même pas mal, quoi. Alors que le RNP, ce n'est pas une approche de précision. Hein. Voilà. Donc, alors après, on a... Oui, donc maintenant... On a fait le RNP, on s'est rapproché de la piste, et bien il va falloir se poser. Alors, il faut savoir que les excursions de piste, c'est-à-dire le fait que l'avion se pose et il n'a pas assez de piste pour s'arrêter, donc il va dans les décors, c'est 19% des accidents où il y a des morts. Et 36 pour les non fatales. Ça, entre ces 2 années, en 20 ans. Hein. Et on s'est aperçu, en fait, que la plupart de ces cas auraient pu être évités si on avait indiqué au pilote qu'il avait un problème, il n'allait pas pouvoir se poser correctement. Et c'est pourquoi l'EASA a demandé pour les larges aéroplanes, donc, comme le 320, 220, 320, etc., hein, donc la CS25, d'avoir un runway overrun awareness on alerting system. Donc c'est ce qu'ils demandent. Voilà. Et ils ont même franchi un pas, donc vous voyez, ça avance beaucoup. Ils ont dit maintenant pour tous les nouveaux avions qui sont certifiés à partir de juillet 2026, ça sera obligatoire. Et ils recommandent fortement de le faire en rétrofit sur les flottes existantes. Bon, c'est pas requis, mais c'est fortement recommandé. Voilà. Alors là, c'est juste, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est juste une photographie. Vous voyez, ça, c'est l'ensemble des accidents. On voit qu'il y en a 60% au landing et vous voyez, 15% au take-off. Et dans ceux du landing, le fatal accident, il y a 19% pour les runway excursions en fatal et en hull loss, c'est-à-dire endommagement de la structure, c'est 36%. Voilà. Alors, que demande l'assertif ? L'assertif, ils disent qu'il faut que dans l'avion, il y ait un système qui soit capable de calculer en temps réel les performances de l'avion et de s'assurer si la piste sera assez longue. En gros, c'est ça. Hein. Et il va lui prédire où est-ce qu'il va s'arrêter. L'assertif demande aussi de fournir des alertes à l'équipage. Alors, il demande à 2 endroits. D'abord avant de se poser, et ensuite une fois qu'on est posé. Et il demande aussi qu'on tienne compte des conditions de piste soit sèches, donc quand il n'y a pas de pluie, et wet, c'est quand il y a de la pluie. Pas les pistes contaminées. Contaminées, c'est quand il y a la neige. Ça, c'est trop compliqué. La neige, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a que le pilote qui va savoir le gérer. Voilà. Donc, maintenant Airbus. Airbus, depuis 2010,
a défini un système qui s'appelle ROPS, Runway Overrun Prevention System, avec deux fonctions. Une qui est un warning avant l'atterrissage et qui conduit en général à un go-around. Une fois qu'on a posé les roues et qui génère des alertes et qui incite l'équipage à freiner au maximum. Voilà. Alors comment ça se passe? Ben, vous voyez là, bon, donc là on a la piste. Voilà, vous voyez, piste 3000, voilà, 3000 mètres. L'avion, il descend. À partir de 500 pieds, cette fonction, elle s'enclenche et elle regarde si le runway, compte tenu de là où le pilote va se poser, là, l'avion va se poser, si le runway est assez long. Si c'est pas suffisant, en conditions wet, il y a un message visuel. On dit au pilote attention. Et là, le pilote, il a le choix soit de faire un go-around, soit de descendre plus vite pour essayer d'atterrir un peu plus tôt, quoi. Donc c'est lui qui choisit. Et après, si jamais il a choisi de continuer, il y a le calcul continu, mais avec une piste sèche. Et à un moment donné, si c'est trop court, là, il y a un visual message, un oral message, et là, le pilote, on ne lui demande pas son avis, on dit go-around. Donc il fait un go-around immédiatement. Voilà. Et alors, une fois qu'il est posé, after touchdown, on continue le calcul, là. Et si jamais on voit qu'il a emplafonné le truc, eh bien, automatiquement, max braking, mass reverse, avec des messages. Donc vous voyez, ça c'est les fonctions, 99% des cas, ça évite les problèmes. Donc on l'a sur la majorité des Airbus, peut-être pas tous, mais je pense que si, maintenant on doit l'avoir, je ne sais pas, peut-être, s'il y a des gens d'Airbus ici, en fait, non? Ah oui, non, Jean-Bernard. Alors, on l'a sur tous les avions, tu sais, ben, non? Je ne sais pas trop. Il me semble que quand on était Airbus, on avait fait une policy pour le mettre partout, mais après, bon... enfin, je pense qu'un jour ou l'autre, ça... Voilà. Alors maintenant, ça y est, hein, on a atterri, on est sur la piste. Maintenant, il faut sortir de la piste. Alors là, on s'est dit, tiens, on pourrait mettre... on est des ingénieurs, c'est marrant, c'était Fabrice Villaume à l'époque, en 2000... c'était aux alentours de 2000, vous voyez, en 2009. Ça, vous trouvez l'information dans ce doc, là. Donc, c'est un copain il a posé un brevet là-dessus. Il a dit, on pourrait faire une fonction qui s'appelle break to vacate. Alors, vacate, c'est quoi? C'est rejoindre la gate de l'airline. Hein. Et d'abord, il faut sortir de la piste. Alors, cette fonction, donc, elle fournit une assistance au pilote avec un usage optimum des freins pour que l'avion il rejoigne juste la gate qui va bien. Vous savez, quand l'avion il se pose, il y a plein de bretelles pour sortir là. Il y a certainement une bretelle qui est la plus adaptée pour l'avion pour rejoindre au plus court son airline. Alors, donc, ça peut être utilisé en dray, en wet runway, donc sèche ou mouillée, mais pas les contaminés. Pareil que pour l'autre, là. Voilà. Alors, c'est pas demandé, c'est pas requis par la certification. Hein, ça, c'est un truc que Airbus a proposé et propose en option. C'est pas requis, mais si jamais on l'installe, il faut... il y a une méthode de démonstration. Et en fait, si vous voulez, c'est assez particulier parce que le break to vacate, c'est une retardation du freinage. C'est-à-dire qu'en fait, l'avion, il roule, bon, il va vite, hein, il vient juste de se poser. Il y a une bretelle, il va à la bretelle numéro 3 là-bas, et en fait, il n'a pas besoin de freiner tout de suite. Donc, on empêche le freinage. Le pilote, il aurait peut-être freiné, mais on empêche le freinage, on le retarde. Et on se met à freiner automatiquement, juste au moment qu'il va bien, pour arriver, pour sortir à la bonne bretelle. Mais alors, quand on a présenté ça aux autorités de certif, on ne s'y attendait pas. Ils nous ont dit, mais attendez, vous êtes sûr que ça ne sera pas toujours retardé? Vous êtes sûr que ça va freiner un jour? Non, mais on a été surpris de ça. Et en fait, on a fait tout un tas de démonstrations pour montrer qu'avec les différents cas de panne qu'on avait, mais quand même, oui, on allait freiner. Voilà. Alors bon, les bénéfices, bon, évidemment, on réduit le temps d'occupation du runway. Et ça, c'est bon pour une capacité, puisque ça permet aux avions de venir plus vite se poser ou décoller. On est sûr de sortir au bon endroit. Hein.
Et ça permet aussi, parce que des fois, il y en a qui ne sortent pas du tout au bon endroit, ils se plantent complètement, et ça peut être compliqué. Ça minimise l'énergie des freins, voilà, parce qu'on freine juste ce qu'il faut. Alors pour le confort, c'est pas mal aussi, parce que bon, ça arrive à tout le monde. On atterrit, et puis d'un coup, on s'aperçoit que le pilote, il freine énormément pour rejoindre une bretelle. Ça, c'est parce qu'il veut sortir. Il a oublié, il s'y est mal pris. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal. Bon, évidemment, ça informe le pilote sur sa braking distance, ça lui donne aussi une information quand est-ce qu'il va s'arrêter. On va le voir juste après. Alors évidemment, s'il y a la fonction ROPS qui est installée, donc ROPS et Runway Overrun Protection System, ça devient prioritaire. C'est-à-dire, s'il faut s'arrêter, on ne va pas continuer à faire du break to back. Absolument. Alors, bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, évidemment, l'équipage, il peut rentrer sa runway et la bretelle qu'il voudrait prendre. Bien sûr, il va demander à la tour. Il y a un dispositif ONS, on va en parler après, qui donne les informations nécessaires avec une map digitale. Et on donne des informations, on affiche des informations qui montrent au pilote où est-ce qu'il doit tourner. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc là, c'est pareil, ça s'arme à 500 pieds. Voilà. Et donc, quand ça s'arme, comme ça, BTV Armin, le pilote, il voit ça. Donc, vous voyez, là, il est en l'air, hein, et on voit que c'est à cet endroit-là qu'il veut sortir. Et quand on touche les roues, ça s'active. Et quand ça s'active, on a ça. C'est-à-dire que là, on voit le runway, on voit les bretelles et tout. C'est-à-dire que lui, il est en train d'atterrir là, et hop, il va sortir à cette bretelle. Alors, on a rajouté donc un petit mode pour le pilote là, sur le panneau du braking du landing gear, on a mis brake to vacat, sachant que sur le manche, il y a un quick disconnect, enfin sur la manette de l'autothrottle, sur le throttle, il y a un bouton de quick disconnect. Il peut l'enlever s'il veut immédiatement, le pilote. Bon, voilà. Donc maintenant, ça y est, on a pris la bretelle, hein, c'est le cheminement. On a pris la bonne bretelle. On est sorti de la piste, vous voyez. Et donc, ce que les avionneurs fournissent, c'est des dispositifs qui s'appellent les onboard Airport Navigation System, donc qui fournissent à l'équipage une vision de la piste et une vision qui bouge. Hein. Alors, si on regarde comment ça se passe, vous voyez, par exemple, ici, là, il y a bien sûr, il y a la piste. Nous, on est là. Il y a la piste. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de bretelles un peu partout. Alors, imaginons que nous, on est là et on veut aller, la gate de l'airline, elle est là. Bon, voilà, donc on a intérêt à faire ça. Hein. Mais on voit aussi les autres avions. Vous voyez, il y a un autre avion qui est là, il y en a un qui est là. Et donc, il y a des aéroports qui sont très compliqués. Hein. Des gros aéroports, c'est pas facile de s'y retrouver. Hein. Et il y a plein d'avions. Et alors, on affiche aussi des informations de navigation, un minimum. Hein. Alors voilà, vous voyez la longueur de la piste, un certain nombre d'informations. Bon. Là, il faut voir que ça, c'est présenté sur un écran, mais avec les conditions de visibilité, jour, nuit, ça peut être très difficile de le voir dehors. De jour, avec le soleil en face, ça peut être compliqué. De nuit, on voit les loupiotes, mais c'est pas évident non plus. Il y a les conditions météo. Donc, si vous voulez, faut faire attention. Et il faut voir aussi une chose, c'est que dans un avion, vous avez le cockpit, le pilote, il voit à peu près ça. Vous voyez, il ne voit pas le bout des ailes. La plupart des avions, quand on est dans le cockpit, on ne voit pas le bout des plumes, le bout des ailes. Ça veut dire que, vous voyez, on ne sait pas trop le bout des ailes, s'il y a un autre avion à côté, il faut quand même faire gaffe. L'envergure d'un 380, c'est 80 mètres. L'envergure d'un 350, c'est 65. Et l'envergure d'un 320, ça doit être 36 mètres, hein, c'est ça 36 mètres. Donc, si vous voulez, 80 mètres de la 380, on avait obligé de faire des modes spéciaux parce qu'une fois, il avait un peu heurté un building. Là. Alors, voilà. Bon. Donc, pour ce système, comment ça fonctionne? En fait, il y a une base de données dans laquelle il y a tous les aéroports du monde, enfin, au moins ceux sur lesquels l'avion opère. Il utilise des données qui viennent du FMS, données de l'avion.
et des données de l'équipage. L'équipage, il a un petit cursor control device là, qui lui permet d'interagir là-dessus. Il peut sélectionner une bretelle, faire des choses. Ça, c'est la dock Airbus 350. Alors après, on a deux fonctions intéressantes sur lesquelles je vais venir après. Donc c'est la proximité de piste et aussi la possibilité d'interagir avec l'ATC. Alors, le RPA, Runway Proximity Advisory. En fait, ce qu'on veut, si vous voulez, c'est... Là, on a deux pistes. On a la 26L, left, et la 26 right, celle-là. Là. Alors, ce système, il est destiné, lorsque notre avion s'approche à 60 mètres de la piste, d'une piste, ça fait 7 secondes, 60 mètres, 7 secondes, ça se met en jaune et ça flash. C'est pour avertir le pilote qu'il faut qu'il s'arrête. Alors ça c'est vachement intéressant parce que en termes de safety, là il y a des avions qui se posent, qui décollent et tout, donc ça peut être catastrophique. Et comme je vous dis, la nuit ou mauvais temps, on ne la voit pas la piste, on ne voit rien du tout. Bon voilà. Alors pour finir, après je passerai la main à Pierre-Charles. Airport Navigation. Ah non, j'ai pas tout à fait fini. J'ai une autre fonction, pardon. Oui, alors là, oui, c'est ça. La grande clearance. Oui. En fait, un avion au sol, il est toujours sous contrôle de l'ATC. C'est-à-dire que, par exemple, là, on est là et on veut décoller. On attend. On est before acknowledgement. Et à un moment donné, on reçoit l'accord de l'ATC pour aller à la piste. Vous voyez, quand on prend l'avion, vous voyez, c'est toujours on attend, puis à un moment donné, hop, on y va. En fait, pourquoi l'avion est arrêté? Il attend que l'ATC lui dise OK, tu peux y aller. Et à ce moment-là, quand il y a l'acknowledgement, crac, ça devient vert et on peut aller, vous voyez, jusque-là. Et après, il y aura peut-être une autre procédure. Alors tout ça, c'est très intéressant et par rapport à Pierre-Charles, ça, c'est CPDLC, c'est la liaison CPDLC, c'est Control Pilot Data Link. En fait, c'est une liaison numérique entre l'avion et le sol qui permet de transférer tout un tas d'informations. Avant, c'était oral, et là, c'est numérique. Voilà. Donc, évidemment, ce sont des fonctions extrêmement intéressantes. Oui, parce que prenons l'exemple d'un avion qui va décoller, il est à la gate, donc il reçoit une litanie de définitions de taxiway qu'il doit emprunter pour aller au point d'arrêt, c'est-à-dire à l'endroit où il va attendre son autorisation de décoller. Donc, à travers ça, c'est-à-dire qu'à la gate, directement, on lui envoie des informations et le système d'AirportNav va afficher sur l'écran d'Airport Navigation le cheminement à suivre. Une fois qu'il a validé, dit OK, j'ai bien compris, à ce moment-là, effectivement, le guidage lui est actif. Donc ça évite de vérifier à chaque endroit s'il est bien sur le bon taxiway. C'est un principe. Surtout quand les conditions météo sont pas bonnes. Bon, mais Pierre-Charles. Voilà. Donc en fait, c'est quand même intéressant, vous avez vu tout le cheminement. Alors, il y a bien d'autres fonctions, mais il y a un autre cheminement, vous voyez, on a vu la MP, break to bracket, etc. C'est quand même des fonctions qui aident considérablement Alors, en même temps, on a, entre guillemets, développé des applications pour le pilote lui-même. Alors, il n'y a encore pas si longtemps, on voyait les pilotes arriver à bord avec des mallettes dans lesquelles il y avait toute l'information dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, ça se limite à une tablette ou à un PC dans lequel il va avoir toutes ces informations. Mais non seulement il va avoir les informations, mais en plus, il va avoir des fonctionnalités qui vont être implémentées sur sa tablette. En général, les pilotes préfèrent les tablettes et les iPads en particulier, et de façon à effectivement à automatiser certaines fonctions. Donc quand ils vont chercher une information dans la doc, il y a l'accès direct, et ne serait-ce que dans certains cas, directement, l'application va lui sortir l'information qu'il lui faut au bon moment lors du vol. Ça s'appelle un electronic flybag, c'est-à-dire c'est la mallette de vol électronique.
Et on va avoir... bon, déjà, ça permet de supprimer une quarantaine de livres, de 18 kilos par pilote, parce qu'en fait, bien entendu, il doit y avoir une certaine redondance, donc chaque pilote a sa propre documentation. Et de la même manière, chaque pilote va avoir son propre OFB. Et on va avoir donc différents types de FB. Bon, les premiers qui sont arrivés sur le marché, c'est les EFB portables, donc soit sur un PC, soit sur une mallette. C'est disponible dans le commerce. Donc, effectivement, il y a des sociétés, la plus connue c'est Jepsen, qui vous livre l'ensemble des applications pour votre iPad, moyennant quelques dollars. On a aussi, donc on a développé en particulier sur les Airbus, mais le cas le plus développé, ça a été le 380, où toutes ces fonctionnalités sont mises à disposition pour le pilote sur les systèmes avions. Et puis, on a de plus en plus des situations entre les deux, mix. Dans ce cas-là, en fait, le pilote, il peut choisir son EFB de prédilection et il peut se connecter à l'avion pour recevoir les informations dont le EFB a besoin pour ses applications. Alors, le premier, donc les premiers types qui existaient il y a quelques années, ils étaient statiques. Donc, ça veut dire qu'on fournissait de l'information statique, des cartes, des feuilles de calcul, par exemple pour le calcul des fiches de pesée. Et également aussi des navigateurs dans la dock. Donc, ce qui est quand même une amélioration parce que ça permet d'aller directement, par les fonctions search, en mettant les mots-clés, d'aller chercher l'information dont on a besoin, plutôt que de consulter une documentation qui prend un certain temps. Mais de plus en plus, bon, c'est le cas aujourd'hui sur la plupart des avions, y compris sur les petits avions, vous avez des systèmes dynamiques. Donc, ça veut dire que globalement, par exemple, si vous avez des cartes d'approche, sur la carte d'approche, non seulement vous avez la procédure à suivre, mais en plus, il va positionner directement l'avion sur la carte d'approche. Alors, c'est assez sécurisant, en particulier pour les nouvelles approches GNSS, dans lesquelles vous avez une multitude de points de report. Vous avez des routes qui sont courbées ou complexes dans le cadre effectivement, quand vous suivez des corridors dans les montagnes. Donc, c'est assez sécurisant parce que d'un côté, vous avez l'avion qui calcule ses trajectoires par rapport, donc, à travers le pilote automatique, mais en plus, vous avez un moyen indépendant qui vous permet de vérifier, et sous une forme qui est souvent plus agréable pour le pilote que les informations brutes qui sont fournies par l'avion. Ça permet aussi de surveiller ce qui se passe en vol par un moyen indépendant. Et en particulier, lorsqu'on a un problème en vol, ça vous permet rapidement de définir la bonne solution, soit pour rerouter l'avion, soit éventuellement pour décider de continuer parce que les calculs montrent que ça peut le faire. Alors pour information, il n'y a pas si longtemps, un avion de British Airways a perdu une roue peu après le décollage. Il est allé jusqu'au bout parce que probablement les informations lui disaient qu'il n'y avait pas de problème pour se poser à la masse prévue à l'atterrissage à Londres. En plus, à Londres, il y a de la piste, donc pas de problème. Ça permet aussi de faire des calculs de perfos. Donc, bien entendu, à bord, les perfos sont calculés en temps réel par le FMS. Mais là, c'est pareil, ça permet également aux pilotes de surveiller un petit peu ce que fait l'avion et entre guillemets, de se faire son propre jugement. La météo, le flyby, il peut se connecter soit par satellite ou par d'autres moyens sur des bases de données météo qui sont mises à jour en temps réel. Et de la même manière,
il peut avoir l'information, il peut récupérer l'information si son avion n'est pas occupé, des avions qui sont à proximité et les visualiser sur les cartes de navigation. Et enfin, c'est aussi quelque chose qui est très développé, c'est des checklists électroniques qui, c'est pareil, là, au lieu d'avoir une litanie de choses à vérifier sur un morceau de papier, ben, effectivement, la checklist, elle est capable de se mettre à jour en fonction des conditions du jour. Alors, il y a, autour de l'EFB, il y a un certain nombre d'applications qui sont soit en cours de développement ou qui sont d'ores et déjà disponibles. Le dispatch advisory, donc le pilote doit vérifier qu'il a les conditions techniques requises pour le décollage, à travers notamment la MMEL. Et donc le FB, il y a une fonction dispatch advisory qui récupère les informations de l'avion et qui va vérifier dans la MMEL les conditions. Alors c'est très intéressant en particulier pour les vols ETOPS. C'est-à-dire que les TOPS, vous avez des restrictions supplémentaires puisque vous allez être au-dessus des océans ou des déserts avec un bimoteur, par exemple. Et dans ce cas-là, vous avez des restrictions. Vous ne pouvez pas faire votre vol si un certain nombre de systèmes ne sont pas opérants. Donc, vous avez des restrictions supplémentaires par rapport aux conditions normales d'exploitation. Donc là, c'est quand même intéressant d'avoir un système qui vous permet de prendre des décisions assez rapidement et en connaissance de cause. Alors, bien entendu, ces fonctions peuvent être disponibles directement dans le système des systèmes de l'avion. Et sur les Airbus, en particulier sur les derniers, ben, c'est des choses qui sont déjà implémentées. Vous avez aussi des systèmes qui vous permettent d'échanger des informations en vol. Par exemple, si vous avez des turbulences en ciel clair au-dessus de tel niveau, ben, l'information, vous pouvez la transmettre par le flybag non seulement au contrôle aérien, mais en plus à l'ensemble des avions qui sont dans le secteur. On peut avoir aussi des liens directs entre le FB et le système de gestion du vol qui permet d'échanger des données. Donc, c'est un moyen supplémentaire de confirmer ce que fait le FMS. Alors, bien entendu, le FMS, c'est un système qui est certifié, qui a normalement un niveau d'intégrité qui est bien supérieur. Mais pour un pilote, ça lui permet aussi d'utiliser un moyen qui est différent, qui n'est pas forcément aussi précis, mais pour se faire une idée de la situation de manière assez rapide. Et de plus en plus, à travers les VFB, on va intégrer des fonctions de maintenance. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un système en panne, eh bien, on va pouvoir se connecter au système logistique de la compagnie pour savoir si la pièce est disponible quand l'avion va se poser ou s'il va falloir à ce moment-là reconfigurer l'avion pour pouvoir faire le vol de retour dans des conditions satisfaisantes. Alors, les futures évolutions. On a vu qu'il y a des applications qui sont en train de se mettre en place. Hein. C'est pas, certaines sont déjà, en particulier sur les Airbus, déjà disponibles, sur les derniers Airbus qui ont été produits. En général, toutes ces applications, c'est pour faciliter les opérations et optimiser, en particulier pour diminuer la consommation des avions, pour optimiser les trajectoires, aussi bien au niveau des routes qu'en verticale, de façon à, encore une fois, diminuer, soit diminuer la consommation des avions, mais aussi éventuellement, par exemple, dans certains cas, diminuer l'empreinte de bruit au sol des avions. Ça passe aussi par une intégration en 4D. Alors, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus on avait l'habitude de travailler en 3D, c'est-à-dire navigation horizontale et verticale. Et de plus en plus, on demande au système d'intégrer le temps. Il y a un cas qui est très courant, donc sur le break to vacate.
on va converser avec le contrôleur aérien et on va lui donner une estimation à quelques secondes près du moment auquel on va être sur le point d'arrêt qui nous a été désigné ou qu'on a sélectionné. Donc ça permet effectivement au contrôleur de séquencer, je dirais, les atterrissages et les décollages de manière plus optimisée. Alors il faut savoir, c'est que le contrôleur, il ne le fait pas tout seul dans son coin. Lui, au sol, il a le même type d'outils qui lui permettent directement d'intégrer l'ensemble de ces fonctions. Parce que, bien évidemment, sur un grand aéroport, le nombre d'avions et le nombre de paramètres est trop élevé pour qu'un contrôleur seul puisse faire le travail. Donc il a les mêmes outils, le même type d'outils pour optimiser, je dirais, l'utilisation soit de son espace aérien, soit de son aéroport. Et ça passe aussi, donc, cette intégration sur l'avion, c'est fait autour du FMS en général, et aussi une intégration entre l'avion et le sol. Alors le sol, c'est d'un côté l'ATC, bien sûr, mais c'est de plus en plus aussi les opérations aériennes de la compagnie. C'est-à-dire que dans certains cas, on va, entre guillemets, s'il y a des retards, par exemple, dû à la météo, ça va permettre, en anticipant, ça va permettre d'optimiser le programme d'utilisation des avions. Donc un avion qui était prévu à 14 heures pour aller sur Athènes, en fin de compte, on met un autre avion sur le vol d'Athènes et lui, il prendra un vol un peu plus tard parce qu'il a du retard. Alors, en termes de technologie, très clairement, il y a le premier point, c'est d'avoir des nouveaux moyens de communication. Donc, les moyens classiques, c'est la radio, VHF ou HF. Alors, VHF avec des portées qui sont relativement limitées. Et donc, les communications satellites, essentiellement à partir de satellites géostationnaires avec des débits qui sont relativement faibles et surtout des coûts qui sont très élevés. Donc on va intégrer les nouvelles constellations de satellites de façon à entre guillemets, avoir plus de moyens de communication et surtout diminuer les coûts de transfert des informations. Le deuxième point, c'est le data processing. Tout ça, quand on va intégrer tout ça, ça va dépasser un petit peu, je dirais, les capacités des acteurs, que ce soit le pilote ou les contrôleurs. Donc on va mettre en place des systèmes intelligents qui vont intégrer ces différentes fonctions et fournir au pilote ou au contrôleur les bonnes informations au bon moment, quand il en a besoin. Alors, on pourra en discuter lors des questions, mais effectivement, l'intégration des techniques dites d'intelligence artificielle pose un certain nombre de problèmes. Et derrière, effectivement, ça va poser des problèmes en particulier pour les éléments certifiés. L'exemple de fonction, c'est Flight Info Information for a Collaborative Environment, c'est-à-dire, on commence en ce moment, c'est-à-dire qu'on va modifier la façon dont on va prévoir les vols et on va suivre les vols. C'est-à-dire que traditionnellement, les plans de vol, c'était on allait de point à point en prescrivant les altitudes et en estimant à peu près le moment où on allait passer sur ces points-là. Et là, on a des plans de vol qui sont dynamiques. Et donc, on va transférer un ensemble d'informations plus conséquent qui va permettre d'optimiser les trajectoires. Alors, le résultat direct pour les compagnies et les pilotes, c'est qu'aujourd'hui, si vous remplacez votre plan de vol, vous mettez votre souhait et puis en retour, le contrôle, il vous dit ce qu'il a envie que vous fassiez. Et en général, il n'y a pas trop de négociations. Avec les systèmes électroniques, c'est beaucoup plus souple, puisque effectivement, à ce moment-là, vous avez plus de chances, puisque vous avez des créneaux horaires, vous avez des précisions de navigation qui font que le contrôleur, en général, évite de changer votre demande, sauf si effectivement il y a des impératifs.
D'autres exemples de fonctions intégrées, c'est un peu lié à l'aspect advisory, c'est-à-dire que, en particulier pour les opérations aériennes, voire même pour les pilotes, on intègre un certain nombre de paramètres qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte, de façon à évaluer les risques qui sont liés à tel ou tel vol ou telle mission. Et ensuite, un gros point qui est l'intégration de la maintenance, c'est tout simplement prévoir les pannes ou prévoir le changement de conditions techniques de l'avion de façon à éviter les interruptions dues à des pannes intempestives. Alors aujourd'hui, il faut savoir, c'est que la plupart des grandes compagnies négocient avec les avionneurs des contrats dans lesquels l'avionneur va s'engager à éviter certains événements dits majeurs, tout simplement parce que les retards générés vont être trop élevés pour pouvoir être gérés par la compagnie sans avoir des coûts importants. Côté contrôle aérien, donc il y a un programme qui s'appelle César, dans lequel on va... alors il y en a eu ces 20 dernières années, il y en a eu plusieurs programmes. Donc aujourd'hui, on est sur un programme dans lequel on a identifié 10 fonctionnalités à développer. Alors, le premier, c'est justement alerter les équipages pour prévenir les excursions sur les pistes. Et donc, on va voir comme ça une dizaine de sujets. Le 5 est intéressant parce que ça permet effectivement d'avoir la gestion des vols sur des trajectoires, basées sur des trajectoires et non pas par rapport à des routes, des choses comme ça. Alors, ce projet-là, il est quand même pas mal avancé. Donc, on voit que toute la partie... Donc, celui-ci, là, il est tout à fait d'actualité parce que la résilience, en fait, les avionneurs, vous avez entendu parler des problèmes de brouillage de GPS sur certains aéroports et c'est assez compliqué. Alors, donc, en fait, les avionneurs travaillent sur comment faire en sorte d'éviter ce qu'on appelle le jamming et le spoofing. Le jamming, c'est le brouillage, et le spoofing, c'est carrément donner une fausse information au pilote qui, au lieu de se poser sur la piste, il va se poser ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est un sujet très intéressant. Puis il y a un autre sujet qui est vachement bien, c'est sur le 2, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, les avionneurs commencent à réfléchir, lorsqu'ils font du taxi, de le faire avec un seul moteur, pour éviter de faire du bruit. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais bon, ça peut être intéressant. Donc, c'est ce projet César, enfin pour son implémentation actuelle, il est quand même pas mal avancé. On voit que le sujet numéro 1, le 3, le 4, et puis justement celui qui est lié au problème de résilience, ben, ils sont déjà avancés. Alors, quand ils sont avancés, ça veut dire que la solution technique est validée et l'EASA est prêt à émettre de la réglementation sur le sujet, ce qui est le cas pour la prévention des excursions de piste. Alors, les gains, parce que tout ça, ça ne se fait pas pour rien. Le gros gain, qui est donc la référence, c'est 2023, et donc on projette sur 2030. Le gros gain, c'est définitivement la capacité de l'espace aérien, qui est un gros problème en Europe en particulier. Il y a des vols partout. Et donc, c'est pour ça que côté européen, ben, vous avez plein de choses qui deviennent obligatoires. Sinon, on n'est pas capable d'accueillir tous les vols. Bon, c'est pareil pour l'aéroport, plus 15%. C'est des réductions de fuel à travers l'optimisation des trajectoires. On va gagner du temps aussi pour le passager. Bon, c'est un peu marginal. Et diminuer les coûts les coûts de contrôle aérien, c'est-à-dire la taxe de transport de contrôle aérien qui est demandée aux avions.
Bon, c'est intéressant de savoir, c'est que chaque fois qu'il y a un vol commercial, ça coûte en moyenne en Europe un peu plus de 1 000 € par vol. Donc la conclusion, hein, on va terminer là, c'est donc aujourd'hui il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ont été développées, soit dans l'avion directement, soit à travers les systèmes connexes à l'avion, en particulier le FB, mais aussi au sol. Donc on va intégrer tout ça. Le but, c'est de fournir une seule interface au pilote pour l'ensemble de ses fonctions, et surtout de fournir au pilote l'information dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et surtout avec un format qui lui permet de prendre une décision rapide et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la décision à prendre. Voilà. Des questions? En aéronautique, de tout ce qui est rayon cosmique. Et il faut, au niveau véhicule, c'est-à-dire équipement, simplement penser à durcir certains équipements par rapport aux rayons cosmiques. Notamment, je pensais aux ELAC. Non, je me trompe? Enfin, je ne sais pas, c'est une question. Oui, non, mais c'est le cas. Hein. Lorsqu'on fait, on valide les, je dirais, les fonctionnalités avion. Ça fait partie de la validation. Ben, je dirais pas, c'est pas la première chose qu'on fait, mais on va vérifier que effectivement, il n'y ait pas de point dans le globe où effectivement, quand on va traverser le pôle, il y a des problèmes de remise à zéro des références de navigation. Bon, en plus, c'est des endroits qui sont relativement peu couverts par les systèmes GPS, Galileo, etc. Donc, c'est effectivement, il y a des points à valider. Mais je veux dire, c'est pas sur les derniers avions qu'on l'a fait, même lorsqu'on travaillait sur les premiers A300, c'est des points que l'on vérifiait. Ensuite, sur le deuxième point qui est la protection, c'est clair que sur le 350, c'était clairement, il y a une doc technique qui le spécifie. Certains équipements, en fonction de la position dans l'avion, les équipements vont être durcis par rapport à certains rayonnements, de façon effectivement à éviter qu'il y ait des neutrons rapides qui viennent un petit peu perturber l'électronique. Mais encore une fois, je me souviens avoir essayé de résoudre des problèmes sur la 320, sur les premiers FCU de la 320, parce qu'effectivement, on avait eu ce problème-là. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien pris en compte dans les spécifications techniques de nos avions. Bon, on va faire le tour de la salle. Merci de vos présentations. Il me semble qu'à une époque, l'ATC, donc les stations sol, évoluait très très lentement comparé à l'avion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours le cas ou... Alors, il y a eu deux phases, parce que quand on a commencé à développer tout ce qui était autour du FANS, donc c'était dans les années 90, j'étais encore à l'époque au labo et j'avais une équipe, c'était l'équipe de Marc Barrère, tu dois connaître, qui s'occupait de ça. C'est vrai que côté avion, comme derrière on doit valider, on doit certifier, il y a toujours un certain retard par rapport à des applications sol, où, je dirais, la plupart sont quand même advisory, puisque le contrôleur, comme le pilote à bord, reste maître de son destin. Et donc, en fait, les développements au sol, c'est souvent des outils d'aide, plus que des outils qui vont, comme sur avion, directement prendre en charge l'avion. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une certaine tendance à avoir des développements plus rapides au sol que sur avion. Je dirais que maintenant, c'est un peu plus harmonisé, puisque pour que ça fonctionne, il faut que les systèmes bord et les systèmes sol soient développés au même rythme. Parce que ça ne sert à rien de développer un système sol si derrière, on n'a pas les informations adéquates qui viennent de l'avion, et vice-versa. Donc, je dirais qu'aujourd'hui,
après les premières difficultés qu'on a eues dans les années 90. Maintenant, ça se marie assez bien. Alors quand même, il faut voir, il faut trier un peu les choses parce que pour la partie avion, il y a beaucoup de fonctions dont on a parlé là et celles que j'ai décrites. Finalement, il n'y a pas tant d'avions que ça qui les ont. Parce que leur technologie ne permet pas de les avoir. Donc il faut faire attention. Par exemple, le RNPAR, il y a peu d'avions qui l'ont, hein, parce qu'il faut avoir une navigation, ce qu'on appelle la performance-based navigation extrêmement précise, intègre et avec de la continuité. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un facteur limitant sur la population d'avions qui existent, dont peut-être 80% ne peut pas être équipé de ces fonctions-là. Donc automatiquement, ça limite. Et pour le sol, en fait, le sol, ils évoluent bien maintenant. Pourquoi ils évoluent bien? Parce qu'ils sont poussés par deux axes. D'abord, la safety. Ils sont poussés en France par la DGAC, par les autorités, pour améliorer. Donc, comme il y a tout un tas d'améliorations qui sont proposées, c'est fait pour améliorer la safety, ben, ils ont intérêt ils sont un peu poussés à suivre, hein, au niveau safety. Et après, ils ont aussi intérêt à augmenter les possibilités de se poler sur les aéroports, parce que le trafic aérien augmente. Donc, ils sont poussés à avancer. Et en fait, ce qu'on a présenté, ce que Pierre-Charles a présenté, César, c'est le plan Toward 2035, si vous voulez. Mais ce plan-là, il est extrêmement bien synchronisé entre les avions et le contrôle trafic. Je trouve que maintenant, quand même, on va vraiment dans la bonne direction. Moi, je me souviens, quand j'avais commencé à bosser, FAN, c'est tout, c'était la galère pour avancer. Dès qu'on faisait un truc dans un avion, il fallait discuter 5 ans avec les autorités pour arriver à le faire passer. Maintenant, c'est quand même beaucoup mieux. Le meilleur exemple, c'est pour le système de prévention d'incursion sur les pistes. Donc, l'EASA a émis un règlement. Donc, pour émettre un règlement, il faut des choses sur l'avion, mais il faut aussi que les contrôleurs derrière aient les éléments qui permettent de vérifier. Parce que si un avion, entre guillemets, s'arrête au beau milieu du taxiway parce qu'il a une alarme et il ne comprend pas ce qui se passe, il faut que le contrôleur derrière y suive. Hein. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on est sur un aéroport, on a le contrôle aéroport à la radio, donc c'est assez facile de résoudre les conflits. Quand on est au milieu de l'Atlantique, c'est un peu plus compliqué. Oui, j'ai juste une question par rapport au ANPR. Vous avez dit que c'est quand même pour être indépendant des équipements au sol, donc approche et atterrissage par l'avion lui-même. Qu'est-ce qui vous assure en fait la précision de la navigation? Parce que le GPS, on peut perdre l'information d'un ou plusieurs satellites, notamment en montagne, parce qu'on n'a plus le signal, ou dans les grandes villes comme New York, avec les gratte-ciel qui font l'ombre au signal. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà installé du lidar ou des choses comme ça pour Non, le but, c'est vraiment que l'avion soit autonome. Alors, il faut savoir, Carsten, qu'on a développé ces fonctionnalités, mais ça fait à peu près 10 ans qu'on a implémenté, y compris en France, où on était un petit peu en retard, des approches GNSS. Ça veut dire que les approches GNSS, il y a des trajectoires qui sont indépendantes des moyens sols, et on va jusqu'à des minima de catégorie 1, c'est-à-dire jusqu'à 200 pieds. Et donc, on a acquis une certaine expérience, et quand tu fais ces approches, en particulier, il y a un certain nombre de vérifications. Tu vas donc interroger le système, tu vas vérifier que entre le moment où tu fais cette vérification et le moment où tu vas te poser, tu as des systèmes qui vérifient l'intégrité des satellites. Donc, c'est une fonction qui a été implémentée sur le GPS, sur Galileo, qui te permet de dire on me garantit la disponibilité du signal, bon, c'est des temps limités, c'est quelques minutes, hein, mais on me garantit l'intégrité du signal et la précision. Donc, si tu veux, c'est à travers une
une fonctionnalité qui est liée à ton récepteur GPS. Donc tu vas vérifier le RIM, c'est la fonction RIM. Tu vas vérifier que pour le temps pour aller jusqu'à l'atterrissage, ben effectivement, tu vas avoir les satellites et tu vas avoir la précision requise. D'accord. Et c'est avec un DGPS ou... Non, ce qui est plus gênant maintenant, c'est tout ce qui est jamming et tout. Parce qu'en fait, au niveau avion, on a des performances excellentes. On prend la 350, il y a 4 ADIRS, on a intégré les ADIRS, l'IRS, les GPS et tout. C'est extrêmement précis. Il y a de grosses redondances, même si on perd une ADIRS, on continue. On a le GPS, on a Galileo. Donc en fait, et on a l'espérance qu'on avait acquis avant, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. Même si on prend les avions militaires, la 400M, il fait du vol basse altitude basé sur du GPS et une base de données terrain à 500 pieds IMC. Donc on a le problème, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça, sachant qu'en plus, tout ce qu'on a fait, je vous l'ai parlé tout à l'heure, le RNP AR, c'est pas considéré comme une approche de précision, même si on arrive à des grandes précisions. C'est pas les approches de précision, c'est catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3 avec l'ILS, ou alors le DGPS. Ça, c'est de la... Et voilà. Bon. Mais nous, avec le RNPR, ce n'est pas des approches de précision. Même si, comme on gère le vertical, on arrive à d'excellentes précisions. Ce qui veut dire qu'en fait, dans ces dispositifs, il y a toujours, dès qu'un paramètre performance n'est plus respecté, ou d'intégrité, ou de continuité, l'avion, de suite, il fait une évasive. Il sort. S'il est dans les reliefs, il sort du relief. S'il fait une approche et puis qu'il s'aperçoit qu'il y a un problème au niveau de l'intégrité, continuité ou précision, il arrête. Tout est prévu pour ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est aussi assez compliqué à certifier ces procédures sur c'est l'ATC qui s'en occupe au sol. Il calcule toutes les procédures d'approche RNP-AR, donc autorisation de require, de façon à ce qu'à n'importe quel moment, le pilote puisse faire une évasive, même par rapport aux montagnes. Oui, alors, et quand tu fais ton calcul de safety, en fait, le temps de risque est extrêmement limité. Et ce qui améliore, si tu veux, la probabilité d'avoir une panne catastrophique. Est-ce que les dispositifs actuels qui amènent à faire une évasive en toute sécurité sont calibrés pour fonctionner dans le cas de perturbations volontaires des signaux GPS ou autres? Oui, mais certains pays. Oui, c'est le cas de jamming et de spoofing dont parlait Philippe. Donc aujourd'hui, en fait, globalement, ça passe à travers l'intégration multisenseur. C'est-à-dire que, par exemple, même sur une approche, lorsqu'on va valider un certain nombre de points, dans une approche, il y a des points qui permettent de valider la trajectoire. Après, l'avion, il a des moyens propres, comme l'inertie, qui lui permettent de garantir la précision de navigation sur des temps relativement courts. Et donc, si effectivement, en approche, sur l'approche finale, par exemple, il y a le signal est perturbé, GPS est perturbé de manière volontaire. À ce moment-là, l'avion, en général, il continue parce que, à travers ces senseurs inertiels, voire même dans certains cas, il va avoir des senseurs radio au sol, ça va lui permettre d'avoir une précision suffisante pour aller jusqu'au son minima. Et dans le cas où effectivement il considère qu'il n'a pas la précision requise, il fait une remise de gaz. Alors, en fait, il faut reconnaître que la protection contre le jamming ou le spoofing, on est au début quand même. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est que quand c'est basé sur le GPS, évidemment, s'il y a un brouillage au GPS, on ne peut plus l'utiliser, ou même l'ILS. Et ça oblige donc à ce moment-là, un, de le détecter, et deux, d'avoir un moyen alternatif pour avoir la position de l'avion et tout. Donc ça peut être avec de la baro, avec de l'inertie et tout, mais c'est un des axes très importants identifiés par César.
Et bon, je pense qu'il n'y a pas toutes les solutions aujourd'hui. Hein, Non, c'est un sujet qui est en cours. On va en entendre parler pendant quelques années encore. Oui. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Mais les dernières générations de GPS, parce que je crois la 4e ou 5e génération du GPS, et les systèmes comme le système Galileo, qui est quand même plus récent, ont des capacités de surmonter ce jamming qui est quand même plus élevé que les versions initiales. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions qui sont relativement indépendantes l'une de l'autre. La première, c'est on parlait de l'intégration de l'IA dans les systèmes. La question assez simple, c'est est-ce qu'à moyen terme, à court terme, je ne pense pas, mais est-ce qu'à moyen terme, l'IA pourrait être vraiment intégrée, tournée, on va dire, sur des systèmes vraiment embarqués, ou est-ce qu'elle ne va pas être destinée à être cantonnée plutôt à une sorte de précalcul au sol avec transmission de données finalement qui sont déjà pré-mâchées par l'IA, certes, mais au sol au niveau de l'avion. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est, là on voit qu'il y a beaucoup de systèmes qui vont communiquer avec le sol, où il va y avoir de la prise de décision presque basée par des échanges avec le sol ou avec même quelque part le ciel, notamment l'espace avec les satellites. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accoutumance quelque part, voire de dépendance, que ce soit des pilotes ou des opérations aériennes d'ailleurs? Et quand je dis opérations aériennes, c'est le traffic control, c'est les airlines, à ces systèmes-là, qui ferait qu'à un moment où, pour une raison X ou Y, il y a moins de perturbations dans ces transmissions ou dans même les calculateurs embarqués, il soit très difficile de revenir en arrière, soit qu'il y ait un manque de réactivité, une perte de, je vais utiliser le terme anglais, mais de awareness finalement. Alors, lorsqu'on parle d'IA, en fait, tout le monde pense à ChatGPT, mais l'IA, c'est pas que ça. Donc, j'avais préparé, parce que je me doutais bien qu'il y aurait ce type de questions, j'ai préparé une slide dans laquelle on va comparer en fait 3 solutions qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont utilisées par Airbus, qui est d'avoir, je dirais, des logiques qui sont basées de manière classique et ce que j'appelle la traditionnelle IA, c'est ce qui est basé sur le machine learning ou le deep learning, c'est ChatGPT, Gemini et autres. Et un autre système, il y en a d'autres, hein, mais j'ai un autre système puisqu'on l'a utilisé pour les systèmes d'aide à la décision pour les compagnies aériennes, justement côté opérationnel, qui sont basés sur les réseaux bayésiens. Donc lorsqu'on regarde les caractéristiques, on s'aperçoit que au niveau du mode de logique, traditionnel, c'est vraiment déterministe, dans la mesure où c'est une logique booléenne classique. Quand on va faire de l'AI, du machine learning, en fait, lorsqu'on fait du machine learning, on va corréler des données entre elles. Donc ça veut dire qu'on va calculer des corrélations. Quand on utilise les réseaux bayésiens, en fait, c'est un système causal et probabilistique. S'il y a tel événement, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les probabilités des différentes conséquences? Donc, en termes de données aussi, c'est important, parce que le plus souvent, le problème de l'IA, c'est que pour pouvoir avoir quelque chose qui est relativement précis, il faut énormément de données. Donc, ce n'est pas le cas la logique traditionnelle, vous avez besoin de toutes les données que vous prenez en compte, mais pas plus. Donc, pour l'IA traditionnelle, c'est demande énormément de données. Et par contre, avec des systèmes bayésiens, mais en fin de compte, on n'a pas besoin d'énormément de données de manière statistique. C'est-à-dire, si un événement il est peu probable, il est peu probable. Alors, le point qui est le plus critique pour des systèmes embarqués, c'est le besoin de comprendre ce que la machine a élaboré. Donc, pour la logique classique, il suffit de comprendre, être entre guillemets entraîné sur sa logique et on sait exactement pourquoi la machine fait cela.
À contrario, quand c'est le principe de la boîte noire, quand vous avez un système à base de machine learning, ben, ce qui sort, ben, on ne sait pas trop. C'est probablement la bonne solution, mais on n'a aucune certitude sur la bonne solution. Les systèmes donc, basés à partir de réseaux bayésiens, en fait, la solution qu'il va vous donner, c'est la solution la plus probable, mais il va peut-être vous donner la deuxième solution la moins probable. Donc, pour le système qu'on avait fait, en particulier pour Emirates sur la 380, donc le gars des opérations, en fait, quand il y avait un événement, on calculait les conséquences et on lui donnait les 2 ou 3 événements de plus grande probabilité. Donc, lui, en fonction de sa perception de l'événement, ben, il pouvait prendre une décision assez rapidement. Après, c'est la précision, je dirais. Bon, on va se retrouver un petit peu dans le même cas, en particulier l'IA traditionnelle, mais en fait, ça vous donne une réponse, mais vous ne savez pas si c'est quelle est la précision qui est liée à la réponse. Alors que les réseaux bayésiens, ça vous donne une probabilité qui est liée par rapport à la décision qu'ils vous proposent de prendre. Et après, bon, l'adaptabilité, c'est lié aussi aux besoins de données. Si vous avez la logique, ben, il faut tout recommencer. Si vous changez un paradigme ou si vous changez un paramètre, ben, il faut tout recalculer votre logique. Sur l'IA, ben, il faut recommencer du machine learning, ça prend du temps. Alors que là, les réseaux bayésiens, on peut faire une adaptabilité justement en mettant à jour les tables de probabilité qui sont liées à chacun des noyaux du réseau. Donc en fait, l'IA, ça va être utilisé dans tout le domaine, mais il y aura une recherche de solutions le plus déterministe possible. Ouais. De façon à ce que ça soit certifiable. Parce que les autorités ne vont pas certifier un truc si ça ne dit pas toujours la même chose avec les mêmes paramètres d'entrée. Donc ça va aider, mais c'est pas encore... il va falloir... Et le démontrer aux autorités, c'est pas demain la veille. Hein. Pascal connaît bien le sujet. Voilà. Alors la deuxième question, c'est vrai que ça communique dans tous les sens. Il y a beaucoup d'avions. On peut être inquiet finalement, si jamais les communications ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, il y a des réflexions sur le sujet. Alors dans le tableau de César, il y avait l'axe numéro 9, je crois, qui parle un peu de ça. Il parle du multilink. Donc une idée, c'est d'avoir un peu comme on dit, on a GPS, on a Galileo, etc. C'est d'avoir plusieurs liens de communication simultanés. Alors à la base, si on fait du multilink, c'est parce que les réseaux SATCOM et VHF sont de plus en plus saturés, puis ça coûte cher aussi. Donc on met d'autres moyens de satellite qui vont coûter moins cher, mais ça permet aussi d'avoir une redondance sur des liens de communication qui après, à mon avis, enfin je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais je pense que c'est un des axes qui permettent de pallier le fait que s'il y a un problème sur un lien, on peut en avoir un autre. J'imagine qu'on travaille là-dessus. Alors, il y a une réponse à ça, c'est assez récent, hein, ça date d'il y a quelques jours. Eutelsat a lancé un programme. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'eux, ils possèdent les 3 niveaux de communication, c'est-à-dire qu'ils ont des satellites en géostationnaire, des satellites à moyenne altitude, et avec OneWeb, ils vont avoir des satellites en basse altitude. Donc ce qu'ils offrent, en fait, globalement, c'est une solution globale, et on va adapter la communication en fonction des besoins sur les différentes ressources. Donc ça veut dire que si effectivement il y a un problème sur telle constellation, mais, ils sont capables de se reconfigurer de façon à assurer la liaison. Voilà. Il y a un accord européen sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que la première application va se faire sur le maritime. Alors, ici à Montpellier, tout le monde était passionné par votre conférence. Merci beaucoup. Donc, il y avait quelques questions, il y en a d'autres, notamment sur la philosophie que vous avez en tête sur le métier du pilote. Parce que il y a plein d'aides très intéressantes pour la sécurité, pour faciliter le travail du pilote. Mais finalement, où est-ce qu'on veut aller? Jusqu'où on veut aller?
dans l'évolution du pilotage des avions commerciaux. Et une autre question qui est un peu induite, c'est qu'en vol transatlantique, c'est superbe de pouvoir suivre à la trace comme ça les avions, de savoir qu'on peut aller en Nouvelle-Calédonie de la même façon, c'est aussi très rassurant, mais quand on passe au-dessus des terres, eh bien, on passe au-dessus des espaces, de nombreux espaces aériens de pays fort divers et variés. Est-ce qu'on va vers un changement du niveau d'autorisation, c'est-à-dire que c'est plus l'autorisation d'entrer dans l'espace aérien, accepter, refuser au moment où l'avion arrive, de changer ça pour une autorisation plus globale, plus générale, qui se ferait avant les plans de vol, avant tout ce détail du trajet. Voilà les deux questions, grosso modo, que vous avez. Oui, alors, attends, moi je vais répondre à la première question. Alors, sur la première question, il y a Pascal Traverse qui est ici, qui a travaillé très longtemps sur le Single Pilot Operation à Airbus. Et il faut voir qu'aujourd'hui, au niveau des autorités, on pourra pas, on n'est pas en situation de pouvoir avoir des avions sans pilote. Et on a essayé, il y a plein de compagnies, plein d'industriels qui travaillent dessus. Et je crois que le point qui bloque, en fait, c'est que un avion sans pilote, il y a un lien entre le sol et l'avion, et on ne peut pas garantir, en termes de security, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas quelqu'un de malicieux qui va prendre le contrôle du truc. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas le démontrer aux autorités. Hein. Voilà, donc ça, c'est un problème. Alors, Pascal, je pense que c'est vraiment le truc qui bloque. Parce qu'on se réfère, techniquement, on est parfaitement capable de faire un avion autonome. Hein, on y arriverait, quoi. Si on voulait le faire, on y arriverait. Alors, après, il y a des cas où il faut se poser la question. Tout à l'heure, on a parlé de l'automatique emergency descent. Donc, automatique et emergency descent, quand c'est automatique, quand les pilotes ont perdu connaissance, donc ça descend jusqu'à la safe altitude. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut espérer que l'équipage va se réveiller, parce que s'il ne se réveille pas, l'avion va se crasher. Donc, il y a des constructeurs aujourd'hui, des fournisseurs, il y a Garmin, il y en a d'autres, sur des avions européens ou sur le Beechcraft. L'avion européen, c'est lequel? Le Raptor, non, c'est ça? Le Daher, voilà, sur Daher. Donc, ils ont mis un dispositif, ils ont mis un bouton dans l'avion. Quand il n'y a plus de pilote, il n'y a plus personne capable de piloter l'avion, on appuie sur le bouton. Ça peut être un passager, ça peut être une hôtesse de l'air, ça peut être n'importe qui. Du moment qu'il arrive au bouton, il appuie sur le bouton et il y a une procédure d'atterrissage automatique qui se déroule toute seule. C'est-à-dire, en fait, il y a une voix synthétique qui va demander à l'ATC, dire voilà, moi je vais me poser là, Mayday, c'est urgent, et donc il va se poser à cet endroit-là. Donc ça existe sur des avions d'affaires, parce que c'est certifié au niveau de la CS23 et ils sont un peu moins demandeurs. Aujourd'hui, nous, on ne l'a pas sur les avions. Techniquement, on pourrait le faire, puisqu'ils le font. Garmin le fait pour le Beechcraft, bon, voilà. Mais donc, voilà. Donc, pour répondre à la question, je pense que si on voulait le faire techniquement, on pourrait. Et on est aujourd'hui dans l'impossibilité de le faire pour les longévités. Et aussi parce qu'aujourd'hui, on n'a pas démontré que la machine sera toujours supérieure à l'humain pour prendre une décision dans des situations qu'on n'aurait pas imaginées. Parce que l'IA, c'est bien, l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais ça utilise des données existantes. Et s'il y a vraiment une situation qu'on ne connaît pas, voilà, on a plus confiance dans l'humain aujourd'hui. Voilà. Bon. Par contre, réduire les idées qu'il y a, c'est réduire le nombre de pilotes dans l'avion, voilà, en croisière, le réduire pour que ça coûte moins cher aux compagnies. Alors moi, je vais faire une réponse un petit peu en tant que pilote. Je pense qu'aussi, il y a un axe de développement et d'amélioration, c'est-à-dire que le problème que craignent les pilotes, c'est quand j'ai une panne, est-ce que je vais avoir les moyens de gérer la situation? Donc effectivement, il y a une réflexion qui a été menée pour certains systèmes, dont le pilote automatique, de façon à, entre guillemets, faire qu'en cas de panne, les steps
donc l'augmentation de la charge de travail pour les pilotes soit gérable. Donc de ne pas se retrouver par rapport à un mur, c'est-à-dire qu'il avait plein de choses qui se faisaient automatiquement et en quelques secondes, il se retrouve sans rien et à devoir gérer la situation. Donc je pense que ça, c'est aussi un axe d'amélioration. Ça a toujours été plus ou moins le cas lorsqu'on a défini, en particulier quand on a commencé justement avec Pascal à travailler sur les commandes de vol. Ça a toujours été une préoccupation de nos bureaux d'études. Et c'est le cas de plus en plus. Donc pour les pilotes, je pense qu'une des craintes majeures, c'est par rapport à tous ces automatismes, c'est qu'est-ce qui se passe si ces automatismes ne sont plus fonctionnels. Je dirais que lorsqu'on les conçoit, c'est pris en compte. Pour répondre à la deuxième question, qui était... La deuxième question, c'est pour mémoire, c'était le risque de perte de contrôle de son espace aérien pour des petits pays qui sont traversés par des lignes qui traversent la Terre. Oui, alors ça c'est géré au niveau de l'ICAO, c'est-à-dire au niveau international, et ça répond aux fonctions intégrées. Donc je vous ai donné l'exemple de FFICE, c'est Flight for Information for a Collaborative Environment. Ça veut dire que ça permet effectivement d'interconnecter les différents centres de contrôle et les différents pays, de façon effectivement à ne pas se retrouver comme dans le passé, à faire des ronds dans l'air en attendant d'avoir la clearance pour pénétrer un pays. Alors en Europe, c'est plus le cas, puisque en fait tout est géré par Eurocontrol. Ce n'est pas le cas sur l'Atlantique Nord, parce que effectivement, quand vous décollez, votre plan de vol et je dirais l'ensemble des paramètres est connu par les différents centres de contrôle. En plus, les centres de contrôle sont extrêmement restreints. Il y a un côté européen et un côté canadien, et qui va gérer l'ensemble des espaces aériens. Donc, c'est pris en compte et effectivement, c'est intégré à travers différents programmes dans lesquels il faut dire l'Europe est leader. Merci beaucoup. Bon, moi, je crois on peut... On va peut-être en rester là, je pense. Oui. Bon, mais on va conclure. Montpellier, vous êtes toujours là ? On est toujours là et on vous remercie beaucoup pour cette conférence. On termine. Merci d'avoir écouté la conférence et merci pour les questions. En particulier les questions sur le futur des avions quasiment sans pilote. C'était intéressant. On se projette un peu sur l'avenir. C'est la question que j'allais poser, moi. Et c'est à quand les avions sans pilote ? Mais bon, vous avez déjà répondu. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous et toutes. Merci d'être venus. Nous avons bien noté mercredi 10 juin, justement, sur la mise en chantier d'avions, etc. Une belle conférence en préparation. C'est bien ça ? C'est ça. A priori, ça sera la suivante en liaison avec vous. Voilà, à bientôt. Bien, merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre-Éric. Merci, Jean-Pierre, et à bientôt. Oui, mais